comme tous les élus dédiés à la culture et tout le pôle culture, qui est le pôle exécutif des agents à Céret, sont ravis de séjourner, de vous voir aussi nombreux pour séjourner autour de Walter Benjamin. Alors évidemment, il y a beaucoup qui ont découvert aussi Céret pour la première fois. D'habitude, quand de nouveaux, entre guillemets, Céretans viennent, on leur parle de la couleur du ciel que tant de peintres ont aimé. Là, c'est raté. Alors, je peux vous dire une seule chose, il faudra revenir. À très bientôt. Mesdames et messieurs, il y a presque 90 ans, c'était en 1932 très précisément, Walter Benjamin, réfléchissant sur sa pratique de la radio, coucha ses réflexions à... Vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez mieux là? Oui. Donc je recommence. Donc il y a 90 ans, c'était en 1932 exactement, Benjamin, réfléchissant sur sa pratique de la radio, coucha ses réflexions dans un texte qui m'est particulièrement cher, puisque c'est le premier texte de Benjamin que j'ai lu, ça c'est pour l'anecdote, un texte qui s'intitule « Deux formes de vulgarisation ». De la vulgarisation, ou disons plutôt de la popularisation, le mot est plus pertinent et bien moins hautain, il disait que sa plus grande réussite serait de passionner le spécialiste autant que le profane, même si leurs motivations ne sont pas les mêmes. Consacrer des travaux qui, dans le champ touffu et parfois aventureux des livres sur Benjamin, consacrer des travaux qui puissent apprendre autant aux spécialistes qu'aux amateurs, c'est la noble tâche que s'est fixée le jury du prix Walter Benjamin que j'ai le grand honneur de présider. C'est aussi celle qui a guidé cette année encore notre sélection. Avant de vous décerner officiellement ce prix, chers lauréats, permettez-moi de remercier une fois encore toutes celles et tous ceux sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Je pense évidemment au conseil régional, au conseil départemental, au mémorial de Rivesaltes, avec un remerciement tout particulier et pour Madame Françoise Roux, à la ville de Céret, à l'association des amis du musée de Céret, et Joël Mété en particulier, à la maison Joël Bousquet de Carcassonne et René Pignès, ou encore à Jean Calins pour l'association VUP. Soyez tous remerciés pour votre soutien de tous les instants et pour nous avoir permis d'accomplir ce geste ô combien benjaminien, me semble-t-il, de mobiliser le savoir en direction du public et le public en direction du savoir pour parler comme lui. Et d'ajouter ainsi notre pierre, nous l'espérons pertinente, même si elle est modeste, à la survie de Walter Benjamin, loin du seul fétichisme du nom du maître, pour parler comme lui, ou des récupérations tous azimuts qui ont été évoquées cet après-midi. C'est dans cet esprit qu'en 1900... Excusez-moi, je suis historienne, je suis encore au 19e siècle. Donc c'est dans cet esprit qu'en 2020, nous avions choisi de consacrer la réédition des mémoires de Lisa Fitko, depuis longtemps épuisées, ainsi que le recueil d'essais de Michael Lowy. C'est le même désir et la même ambition qui ont guidé notre sélection 2021. Chère Christine Breton, chère Sylvain Maestragi, chère Martine Derain, si nous avons été happés par votre ouvrage « Mais de quoi ont-ils eu si peur ?» c'est que nous avons été particulièrement séduits par la qualité et son originalité d'un livre qui, s'appuyant sur les textes, les romans, les nouvelles ou essais, ou encore les lettres de Walter Benjamin, Ernst Bloch ou de Krakauer, les monte avec brio. Comme nous avons été séduits aussi par la beauté d'un livre auquel nous sommes également heureux, 5 ans après sa publication, de redonner à notre modeste manière une seconde vie et à travers lui de mettre à l'honneur, en passant, pour ainsi dire, un éditeur indépendant associatif, les éditions de la Commune, installées à Marseille. À côté de votre ouvrage, une autre œuvre s'est imposée à nous. C'est la même évidence. Benjamin parlerait d'illumination profane qui nous a incité à souhaiter vous décerner un prix spécial, cher Georges Huberman. Est-il réellement besoin d'expliquer pourquoi? D'évidence, il y a du Walter Benjamin en vous. Il y a du Walter Benjamin dans votre œuvre qui, comme la sienne, se déploie sur des chemins de contrebande, à la croisée de tous les courants, à l'écart de tous les chemins. Du Benjamin quand, se faisant passeur, s'aventurant aux confins de l'anthropologie, de l'esthétique et de la politique, vous abattez les frontières disciplinaires et construisez une œuvre qui rayonne désormais au-delà des frontières. Du Benjamin quand, comme Benjamin,
Vous savez vous faire tantôt conteur, tantôt monteur, tantôt montreur, puisant au rebut, citant à comparaître là une archive, là une photo, là un roman. Et il y a bien du Benjamin, bien évidemment, dans votre œuvre, qu'en héritant de la pensée de Benjamin, vous la ramenez à nous, vivante, nous apprenons au passage à prendre position. Dans votre œuvre, cher Didier Berman, Benjamin survit, semblable à ces lucioles qui nous sont si chères, faibles mais tenaces, lueurs résistantes face aux menaces du temps. J'ai oublié de faire défiler le poème. Je fais des tentatives de polytechnique benjaminienne, mais je ne suis pas encore en poids. Donc, un grand merci à vous, au nom du jury, à vous, Christine Breton, à Sylvain Pastrégy, à Martine Derain et Georges Duberman pour ces ouvrages, et merci de nous avoir fait l'honneur, le réel honneur, et que nous apprécions à sa juste valeur, d'accepter notre petit prix. Avant de vous céder la parole, nos marraines du prix, Kim et Mona Benjamin, les petites filles de Walter, mais aussi Ruby, son arrière-petite-fille, ont tenu à vous adresser quelques mots. Il faut que je retrouve la vidéo. Comment elles sont? C'est vrai qu'elles ressemblent à leur père. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Nous sommes tellement ravis de vous joindre pour le prix Walter Benjamin 2021 et nous sommes désolés de ne pas pouvoir être avec vous, mais nous espérons vous joindre la prochaine fois. 2020 est une année qui a changé le monde tel que nous le connaissions. Avec le confinement, nous nous sommes tous sentis isolés, donc c'est merveilleux que tant d'entre vous puissent être ensemble à cet événement. Félicitations à Christine Breton, Sylvain Pastrégy, Georges Didier Huberman et également à toute la sélection. La pandémie de Covid-19 nous a fait tous vraiment réfléchir au sujet de l'exil, de l'isolement et aux retrouvailles, donc vraiment tous des thèmes très appropriés. Et nous attendons avec impatience la suite de l'événement. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Vous avez eu la gentillesse de bien vouloir dire tous un petit mot, donc je vous cède la parole, c'est vous qui êtes à l'honneur ce soir. Christine, peut-être? Micro, oui. J'ai pas commencé. Toc, toc, ouais. Alors, il faut que vous sachiez qu'on a un immense merci, tous les trois, à faire à l'association, au jury, pour une seule raison. Un énorme éclat de rire. Il faut que vous imaginiez la scène. Ce jour-là, chez moi, je reçois un coup de fil de Sylvain, et qui me dit, figure-toi que le livre que nous avons fait il y a 5 ans est dans la liste de ce qui pourrait devenir le prix Walter Benjamin. Et je lui dis, écoute Sylvain, si tu n'as que ça à me dire, en éclatant de rire, si tu n'as que ça à me dire, rendez-vous demain, quoi. Je ne sais pas, je ne suis pas le pape de Rome, ça m'a rappelé l'histoire de Chirac, téléphonant au conservateur du musée d'art océanien et africain de Marseille, et qui dit, je suis Jacques Chirac, et mon collègue conservateur qui lui dit, ben, moi je suis le pape. Et il dit, non, 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 c'est très sérieux, je suis vraiment Jacques Chirac, et je viens voir vos collections, est-ce que vous pouvez m'ouvrir telle salle, etc. etc. Bon, voilà, c'était exactement ça, et on a ri, mais on a ri, et quand je me suis rendu compte qu'il disait la vérité, on est reparti d'un éclat de rire téléphonique, là, de la même manière. Et c'est ça, c'est pour cet éclat de rire-là, que vraiment, c'est un de ceux que j'ai piqué sur l'année 2021, je ne suis pas au 19e siècle, et c'est de ça dont je voulais vous parler tout de suite en introduction. Tu veux répondre ou tu veux que je parle de j'en parle? Ah non, oui, d'accord, je croyais que tu allais... Allez, d'accord. Et voilà, c'était au sujet de ce livre. Comment Que tu le montres. Mais de quoi ont-ils eu si peur? Voilà, le titre. Mais de quoi ont-ils eu si peur? Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on commence une affaire comme ça? Comment on trouve un titre comme ça? Où est-ce qu'ils ont été nous chercher ça? Et en fait, ça part de quelque chose de très physique, qui est le fait de marcher dans une ville qui s'appelle Marseille, et dans un quartier qui est le quartier que j'habite.
Et dans ce quartier où j'habite, qui s'appelle Belzins, j'habite dans une tour et au 17e étage de cette tour. Et juste sous la tour, il y avait un hôtel au bord du cours Belzins qui s'appelait l'hôtel du commerce et des négociants. Et cet hôtel du commerce et des négociants, en faisant des recherches en archives, je trouve le fonds patrimonial de la bibliothèque Alcazar. Attention, c'est pas pareil. Je trouve une petite cartoline, en carton comme ça, pas grande, où il y avait écrit au dos, avec la très jolie écriture de Walter Benjamin, alors là vraiment celle-là, je suis amoureuse totale, il était écrit à Jean Ballard, « Je serai très heureux de vous revoir ». C'est signé, et c'est daté de fin septembre 26. Je me dis, attends, mais là il y a un truc. S'il veut le revoir, c'est qu'il l'a déjà vu. Et on ne m'a jamais parlé qu'il était venu à Marseille avant cette fin septembre 26. Et c'est comme ça que j'ai pu remonter, et j'ai pu remonter à cette date du 8 septembre. Et remontant à la date du 8 septembre, je me suis rendu compte qu'il ne venait pas tout seul, et il s'était organisé d'abord avec... merci. Heureusement qu'il est là, hein. Ernst Bloch, figurez-vous qu'il vivait dans la même chambre d'hôtel, à l'hôtel du Midi, à Paris. Et donc, il descend avec Bloch, qui lui prend le bateau pour aller en Tunisie, et avec Krakauer, qui lui vient faire un petit stage marseillais pour donner un peu de vie à la Frankfurter Zeitung qu'on avait besoin, quoi. Bon, donc, voilà comment commence cette histoire. Et j'en fais, dans la première partie du livre, voilà, vous allez voir, c'est tout petit, hein. Ouais, la toute première partie. Juste. Voilà, merci. Voilà, ça, c'est la partie de Christine. Voilà. Mais attention, c'est quand même un récit, hein, qui commence par un dîner avec les amis et tout bien comme le narrateur il fait, bon, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, ça marche. Et après, juste derrière, un autre grand cahier. C'est un petit cahier. Ah, tiens, regardez. Non, mais celui-ci. Ouais, celui-là, je sais pas. Ouais, en proportion. Pardon. Donc, voilà, je montre le... Tu veux que je dise ce que c'est? Oui. Ah, c'est un cahier de photos. Voilà. Raconte-moi comment. Cahier de photos, qui est une sélection faite par Martine Dorin, donc c'est son écriture à elle, dans ce livre qu'elle a mis en espace, qu'elle a mis en scène, dont elle a fait le graphiste, et surtout, dont elle a accepté l'édition. Parce que ça, c'est l'aventure éditoriale de Martine, j'espère qu'elle vous en parlera longuement. Voilà. Et après, arrive... La partie. qui était censée être la préface à l'origine du projet. Voilà, qui est un peu plus épaisse que la partie de Christine. Voilà, il va vous en parler maintenant. Ah. Oui, elle est un peu plus épaisse parce que quand Christine m'a parlé de ce projet la première fois, en fait, elle voulait juste avoir un conseil sur ce projet de livre. Elle me demandait si c'est au téléphone, si je pensais que c'était une bonne idée de faire un livre sur Walter Benjamin et Marseille. Et je lui ai dit, mais non seulement c'est une bonne idée, mais je veux absolument le faire avec toi. Et parce que moi, j'avais depuis longtemps le rêve de faire un recueil des textes de Walter Benjamin sur Marseille. Mais bon, Christine m'avait demandé juste une petite préface, quelque chose qui accompagne son texte, et j'ai fini par travailler sur un montage des textes, non seulement de Benjamin sur Marseille, mais aussi de Bloch et de Krakauer, qu'elle avait embarqué dans cette histoire. D'où le volume de ma partie, qui est à la fois une traduction de ce choix de texte et une présentation. Mais alors moi j'ai préparé un petit discours. Des discours. Oui, pas très long, mais un petit discours, mais qui devait commencer d'ailleurs par ça. Mais bon, je voudrais commencer par remercier le jury de nous avoir accordé ce prix, bien évidemment, un prix qui récompense une démarche assez atypique, et je peux me permettre de le dire parce qu'on l'a fait à 3. Donc d'une certaine manière, ce livre ne m'appartient pas tout à fait, ça reste un objet collectif et un peu étrange. Mais je voulais bien sûr remercier aussi Martine, mais particulièrement Christine Breton. Je ne t'ai pas prévenu. Mais je tenais à remercier Christine Breton de m'avoir invité à faire ce livre avec elle, mais aussi parce que c'est Christine qui m'a fait découvrir Marseille il y a une quinzaine d'années. Et c'est elle qui m'a appris à regarder cette ville et à partir de Marseille à regarder toutes les autres que j'ai visitées depuis. Christine a eu une importance considérable pour de nombreux artistes à Marseille qui s'intéressent à la ville.
Et dans les années, à partir de la fin des années 90, puis jusqu'à maintenant, elle a travaillé sur l'histoire de la ville à partir de ce qu'on appelle les quartiers nord, avec les habitants. Donc elle a travaillé sur ces quartiers nord avec les habitants de ces quartiers et en y associant des artistes pour donner à ces quartiers réputés sans mémoire leur profondeur historique, leur restituer leur profondeur historique. Ces recherches qu'elle faisait, qui lui faisaient faire si je dis des bêtises, tu me corriges. Ces recherches qui lui faisaient faire des allers-retours entre les archives et des ateliers avec les étudiants, où elle récoltait, ou du moins elle travaillait avec eux sur la mémoire qu'ils avaient de leur quartier, et ce qui pour eux faisait patrimoine, puisque Christine est conservatrice du patrimoine. Donc ces recherches qu'elle faisait sur l'histoire des quartiers du nord de la ville étaient restituées sous forme de promenade, ce qui vous expliquera son intérêt pour la question du chemin Walter Benjamin qu'on a évoqué tout à l'heure. Et avec ces promenades qui avaient lieu régulièrement pour les journées du patrimoine, s'est développé tout un mouvement d'exploration de la ville à partir de la marche à Marseille. Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée et que j'ai appris à regarder cette ville en allant marcher avec elle. Au cours de ces rencontres, Walter Benjamin, bien sûr, jouait un rôle. De ces marches que nous avons faites, de ce dialogue que nous avons entamé, notamment sur le concept d'histoire, puisque Christine, faisant l'histoire de Marseille à partir de sa périphérie, prenait en quelque sorte l'histoire de Marseille à rebrousse-poil. Mais il y a également deux autres textes de Walter Benjamin qui pour moi, une résonance avec ces promenades et cette pratique de l'exploration de la ville par la marche et cette réflexion sur l'histoire de la ville. Et deux textes qui ont aussi influencé ma pratique de photographe. Ces deux textes, c'est Tiergarten, donc un des textes qu'on trouve dans Enfance berlinoise, et Faubourg, un des textes que Benjamin a écrit sur Marseille. Je vais vous lire juste deux phrases extraites de ces textes, qui sont des phrases qui me reviennent très souvent en mémoire, enfin qui ne me quittent pas. Dans Tiergarten, on peut lire « Ne pas trouver son chemin dans une ville ne signifie pas grand-chose, mais s'égarer dans une ville comme on s'égare dans une forêt demande toute une éducation. » Dans Faubourg, donc où Benjamin décrit le nord de la ville de Marseille, les endroits que nous explorions avec Christine, Benjamin, à propos donc des paysages qu'il découvre au nord de Marseille, écrit « Les banlieues sont l'état d'exception de la ville, le terrain sur lequel sans trêve fait rage, la bataille décisive entre la ville et la campagne. Elle n'est nulle part plus acharnée qu'entre Marseille et le paysage provençal. » Alors à l'époque, je ne me souviens pas qu'on se souciait beaucoup de paysages, si ce n'est peut-être la lecture du tiers paysage de Gilles Clément, qui faisait partie de nos textes, enfin des textes qui nous amenaient à réfléchir au cours de nos marches. Mais nous regardions la ville plutôt comme un paysage historique, c'est-à-dire à la fois fait de strates historiques, mais aussi d'histoire vécue. La ville comme un monument inintentionnel, pour reprendre l'expression d'Alois Regel que Benjamin a lu et apprécié. La ville comme un bricolage, un montage, un espace d'image, pour reprendre l'expression de Walter Benjamin, mais aussi, comme il le dit lui-même, un champ de bataille dont il fallait s'efforcer de retisser la mémoire. Voilà, et c'est ce que nous avons essayé de faire avec ce livre, avec l'aide de Walter Benjamin, de Siegfried Kragauer et d'Ernst Bloch, c'est de faire ressurgir la mémoire d'un quartier de Marseille qui avait disparu. Voilà. Juste une petite charade. Trouver, alors ça ne se fait pas pour une historienne, je vais vous dire l'horreur, je ne sais absolument plus où j'ai trouvé ça. C'est vraiment le fond, tu sais bon. Youpi. Le fond d'une boîte. Hein, comme beaucoup de choses, c'est toujours au fond des boîtes, dans les archives qu'on trouve des trucs les plus intéressants. Saint-Antoine, c'est le quartier le plus au nord des quartiers nord. Saint-Antoine crie ces mots à l'encontre de sa solitude. Ultérieurement, on a désigné ainsi les limites d'une grande ville. Solution, recul image. Alors en fait, il s'agit d'une... Benjamin s'amusait à noter des charades. Et dans les archives, il y a eu une exposition sur les archives Walter Benjamin qui était au musée d'art et d'histoire du judaïsme il y a quelques années, dans laquelle
dans le catalogue duquel on retrouve ces charades écrites par Walter Benjamin. Et donc, la charade est la suivante, je la relis alors. Non. Juste la fin, non, je vais la relire, elle est rapide. Saint Antoine crie ces mots à l'encontre de sa solitude. Ultérieurement, on a désigné ainsi les limites d'une grande ville. Et donc la solution, c'est recul image, Weichbild en allemand, ou banlieue, Weichbild. Voilà, c'est un jeu de mots sur banlieue. Mais il faut savoir que Benjamin parle de Saint-Antoine, mais Saint-Antoine est un quartier du nord de Marseille, où Christine a beaucoup travaillé. Voilà. Elle est belle, non? Oui. Non? Vous dormez ou... Non, dormez. Bon, moi je vais faire très vite. Je vais juste revenir sur ce que tu as dit, Nathalie. Un petit prix ou un prix modeste. Alors, non, pour nous, ça a été, outre le premier éclat de rire, une immense joie. Je pense que Didi Huberman, c'est une joie aussi pour toi. Et c'est une immense joie et un immense honneur, on va dire, de recevoir ce prix. En ce qui me concerne, puisque je suis l'éditrice, pardon, vous m'entendez? Ça va? Voilà. C'est déjà parce que ce livre qui a eu 2 éditions, je suis un tout petit, ce qu'on appelle là pour de bon, un tout petit éditeur. Je fais absolument tout du travail avec les auteurs jusqu'à la distribution. Je n'ai pas de distributeur, par exemple. Et on parlait tout à l'heure de milieu hostile. Quand on a un petit éditeur, tout petit comme moi, c'est à échelle 1, avec échelle 1, échelle 1, on a par exemple quelque chose de très hostile qui s'appelle Amazon. Et je tiens à signaler qu'il y a eu la question au moment de la remise du prix, parce que Amazon signale que le livre n'est pas disponible. Et c'est une technique d'Amazon aussi. Il n'est pas disponible. Voilà, il n'est pas disponible. Et en fait, pour aussi éliminer petits éditeurs, libraires indépendants, des choses comme ça, c'est une pratique assez courante, pas que sur ce livre, hein, évidemment. Donc moi, je suis très contente parce que ce petit prix, comme dit Nathalie, ça va nous faire éditer pour la 3e fois cet ouvrage. Alors, je pense que je vais encore changer de couverture. Il faut s'amuser à chaque fois. Donc, je pense que la 3e, elle va être rouge. Mais voilà, c'est un grand plaisir aussi pour moi de remettre en circulation, on en a encore suffisamment, ce livre, parce que c'est aussi une façon de rendre hommage au travail de Christine. Alors moi je suis un petit éditeur, mais la moitié de mon catalogue c'est Christine Breton. Et j'ai quelques 28 titres ou quelque chose comme ça. Et avec elle, on s'est lancé depuis longtemps dans... Sylvain parlait des marches du travail, des marches dans les quartiers nord de Marseille, que vous connaissez tous. À chaque marche, on va dire, on a aussi avec Christine fait une sorte d'ensemble de petits récits. Et pour moi, c'était de concevoir des livres comme des marches. D'ailleurs, on a utilisé certains des livres au cours des marches, on pouvait s'y retrouver, etc. Donc c'était une très belle aventure éditoriale partagée, donc 2010, je crois bien, 2014 déjà. Donc pour moi, travailler à partir des textes de revues traduits à nouveau, pour certains, enfin pour tous même d'ailleurs, par Sylvain, ça a été vraiment un grand plaisir. Voilà, donc je suis très heureuse de pouvoir à nouveau rééditer le livre. Donc moi je fais des petits tirages, mais là on va être à 1500, ce qui n'est pas si mal quand on est minuscule éditeur et qu'on fait la distribution soi-même, la diffusion soi-même. Évidemment appuyé en France et particulièrement à Marseille par d'excellentes librairies qui me soutiennent et nous suivent et nous invitent. Et voilà. Et je pense que cette solidarité-là, cette hospitalité-là de certains libraires à notre travail, la confiance qu'ils nous ont fait, c'est extrêmement précieux. On parlait d'endroits tout à l'heure où on était en résistance, je pense que c'en est, par exemple. Pour moi. Le prix Walter Benjamin. Le prix, c'est un endroit, c'est un lieu aussi, pour moi. Merci. Merci. Alors, c'est pas du tout un petit prix, parce que c'est un très grand nom. Donc, pas de... c'est compliqué de recevoir un prix avec un nom pareil. Autant que je me souvienne, lui, il n'a jamais eu aucun prix. Donc,
c'est pas pour dire pauvre Benjamin, hein, mais voilà. Donc, alors demain, je suis censé parler de Benjamin. Je vais le faire avec grand plaisir. J'ai travaillé pour ça. Donc là, je vais pas le faire. Et je vais avoir le plaisir de parler avec Michael Levy sur Benjamin. Donc je suis entré ici vraiment très démuni. Je me suis dit, mais bon, merci. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Et puis on m'a dit, mais alors ça ne se confirme pas. On m'a dit, tu sais, il y aura une classe d'adolescents. Donc je ne les vois pas. Ah, ils sont partis. Eh bien, je vais vous parler comme si vous étiez des adolescents, puisque en fait, dans ma tête, je me suis dit, tiens, je vais préparer quelque chose pour les adolescents. D'abord, vous dire que Benjamin, il est très loin. Il est très loin. Il est anachronique, il est difficile parfois. Parfois, il lance des éclairs, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Et il est très près. Il est très, très, très près aussi. Pas seulement parce que, comme on dit, il est actuel, et même à la mode, on a dit ça tout à l'heure. Si je m'adressais à des enfants, je dirais aux enfants, regardez Michael Levy, c'est un monsieur d'un certain âge, mais pas si âgé que ça. Eh bien, Michael Levy a serré la main à Ernst Bloch, qui embrassait Benjamin. Donc, Benjamin est tout près. Benjamin, il est tout près de nous. En même temps, il est loin, et je souscris complètement à ce que vient de dire Nathalie, qui a cité Benjamin en disant « Attention au fétichisme du nom d'une maître ». Alors, l'idée qui m'est venue, c'est « Oui, c'est un maître, mais quel genre de maître ?» Donc, quand on est, comme c'est mon cas, un peu gêné, un peu ému, on ne sait pas trop quoi dire, on a envie de raconter une blague, ou en tout cas une histoire. Je vais l'emprunter. Alors c'est une histoire qui me revient de mémoire. Je ne sais pas où je l'ai lue. Bon, d'habitude je fais des notes en bas de page, mais là c'est une histoire qui vient des légendes hassidiques. Donc une tradition juive populaire qui était très, très vivante, hein, pour des gens comme Kafka, Benjamin, Ernst Bloch, Martin Buber, Scholem, etc. C'est l'histoire d'un maître, et qui ressemble pas mal à Benjamin parce qu'il était très, 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 très intelligent. Mais alors, chaque fois que ses disciples lui posaient une question, il trouvait une façon de détourner la question, de rendre la question beaucoup plus intéressante. Chaque fois qu'il y avait un cas compliqué, il le détressait. Il était, mais, fantastique dans sa façon de... Il était pertinent. Il était toujours pertinent. Et c'est très énervant à la fin. Les gens aussi pertinents. D'ailleurs, en ce qui concerne Benjamin, sa carrière... disons académique, a été marquée par deux moments assez douloureux. Hein. Un moment où les gens qui ont lu sa thèse ont dit c'est trop intelligent. Et ils l'ont rejeté. Et ça a été un premier moment. Un deuxième moment, c'est lorsqu'il a voulu intégrer le groupe de Aviv Harburg à Hambourg. Panofsky a intercepté l'origine du drame baroque allemand. Il a lu ça, apparemment il a dit c'est trop intelligent. Donc les maîtres trop intelligents, ça énerve. Donc dans mon histoire hassidique, c'est un maître qui est tellement intelligent qu'il énerve ses disciples. Il y a deux disciples qui discutent, qui disent il commence à nous énerver celui-là, on va le mettre en défaut. Ils décident d'un stratagème. Ils vont capturer un papillon chacun et ils le cachent dans leur dos. Tu connais cette histoire, non? Ça me dit quelque chose. Et ils se disent, bon,
il est capable de nous dire qu'on cache un papillon dans le dos. Il est tellement intelligent. Donc, on va le mettre en défaut par le stratagème, c'est-à-dire qu'il laisse le papillon s'envoler. Il vaut mieux un papillon vivant qu'on ne va pas voir très précisément qu'un papillon mort qu'on va écraser sur une planche et dont on va étudier les couleurs, la symétrie et tout ce que... Enfin, sur le plan politique, c'est une leçon constamment que je reçois de sa lecture. Je dois dire que chaque fois que je relis un texte de Benjamin, j'ai une nouvelle ressource, c'est-à-dire que c'est inépuisable. La ressource politique, c'est en tout cas ce qui me tient aujourd'hui, quand je le relis ces jours-ci, c'est comment être antifasciste de façon aussi poétique. Voilà. Merci à tous pour ces mots. Donc voici l'heure de la remise officielle du prix, prix qui prend la forme, comme il se doit, d'un livre, un livre chargé d'une valeur symbolique forte, puisqu'il s'agit donc effectivement du livre que nous a présenté et qu'a édité Richard Meyer, Construire un passage. Construire un passage. Voilà, c'est notre mode, je ne dis plus modeste, c'est notre prix et notre façon de vous remercier encore. Merci à vous. D'un livre à l'autre, nos lauréats ont eu la gentillesse de bien vouloir se prêter à une séance de dédicace avant le dîner. Un petit apéritif offert par la mairie de Céret, que je remercie une nouvelle fois, comme je vous remercie à tous de votre présence et de votre attention. Merci. Merci beaucoup.